Surpris par la nuit. Jacques Derrida se méfiait beaucoup de l'interview, surtout à la radio ou à la télé, quand la parole caracole. Les réponses, selon lui, devaient se préparer et s'organiser, certainement pas s'improviser dans le simplisme journalistique. L'enregistrement, en plus, leur donnerait un caractère définitif totalement injustifié, le philosophe s'aventurant du côté de la question plutôt que de celui de la réponse. Ce n'est pas à lui qu'il faut demander des certitudes catégoriques, c'est pourtant vers lui qu'on se tourne quand on veut à tout prix connaître la vérité sur quelque sujet que ce soit. Du coup, chaque interview, nous avons dû faire ensemble pas loin d'une douzaine d'entretiens, était une pensée en acte prise dans le mouvement de l'interrogation, quand bien même elle s'appuyait sur des livres jalonnant un parcours. Au début, d'ailleurs, je me souviens que Jacques Derrida n'acceptait le jeu de l'interview qu'à la condition de pouvoir, risquons le mot, le déconstruire. Il exigeait donc de l'auditeur la méfiance qu'il s'imposait à lui-même, et cette méfiance devenait une manifestation de sa vigilance, la meilleure alliée de ses analyses critiques, la garantie de leur crédibilité. La seule capable, en tout cas, de rendre compte de l'hétérogénéité du temps, de l'accélération et des changements de vitesse. La meilleure alliée, au fond, d'une parole qu'on a voulu parfois juger hermétique ou cryptique quand ses traversées lentes et prudentes, familières des marges, ne visaient qu'à préserver un certain secret. Ce secret dont il disait qu'il y avait aujourd'hui peut-être un devoir éthique et politique à le respecter. La vocation totalitaire, avertissait-il, se manifeste dès que ce secret se perd. À bon entendeur de toute longueur d'onde, salut. L'entretien que nous allons rediffuser ce soir date de novembre 2001. À l'origine, une salve de livres publiés cette année-là, Papier Machine et L'Université sans conditions chez Galilée, De quoi demain, un dialogue avec Elisabeth Rodinesco chez Fayard, et Atlan grand format, de la couleur à la lettre, chez Gallimard. Cette émission sera suivie de la rediffusion à minuit d'un entretien de Du jour au lendemain, où vous pourrez réentendre la voix de Jacques Derrida chaque soir de cette semaine. Ah, l'interview. J'ai toujours souffert des lois de l'interview. C'est ce que vous dites, Jacques Derrida, dans une interview. Et d'ailleurs, maintenant, vous donnez l'hospitalité à des interviews dans vos livres, puisqu'on en retrouve un certain nombre dans Papier Machine.
l'un des livres qui est publié aux éditions Galilée. Alors moi j'ai envie de savoir ce qui vous trouble dans l'interview. Est-ce que c'est parce qu'il y a trop de silence? Est-ce que c'est parce que les mots restent en travers de la gorge, faute de temps ou de réunir les conditions nécessaires à l'exercice de la parole? En tout cas, la question est bien, comme vous le dites, celle du silence. Non pas qu'il y en ait trop, quelquefois il n'y en a pas assez, c'est-à-dire qu'il n'y a pas entre la parole proférée et le temps du silence, il n'y a pas le rapport que j'essaie de cultiver, en tout cas que je m'approprie mieux quand j'écris ou quand je parle à un rythme que je peux déterminer moi-même, par exemple dans l'enseignement. Je suis quelqu'un qui pendant de décennies a beaucoup parlé et a essayé de distribuer le temps de parole et le temps de silence dans des séminaires, dans des situations où justement la parole était interrompue selon un rythme et des injonctions différentes de celles de l'interview. Alors, en même temps, il y a dans l'interview quelque chose qui m'inquiète mais qui me séduit. C'est-à-dire qu'il y a une interruption, quelquefois un art de l'interruption, quelquefois une violence de l'interruption, qui, dans le meilleur des cas, est une chance donnée à la parole, à l'improvisation. Quelquefois non, c'est chaque fois une expérience nouvelle. Et c'est cette surprise qu'à la fois, je suppose que, comme tout le monde, qu'à la fois j'aime et je crains. Mais avec le temps, ça n'a pas changé, vous continuez? Non, non. Je n'ai pas appris l'art de l'interview. Je n'ai pas fait l'apprentissage de la chose. J'ai dû faire l'apprentissage d'autres choses, par exemple de la parole enseignante jusqu'à un certain point. Mais l'interview est chaque fois quelque chose à quoi je m'expose dans le dénuement et donc dans le pas trop y mettre trop de pathos, mais dans l'inquiétude, sinon dans l'angoisse. Parce que les interviews auxquelles je suis exposé ou livré sont toujours des interviews au sujet de textes qui, eux, obéissent à un tout autre régime. S'il s'agissait d'interviews sur des choses qui ne sont pas encore écrites, ou des faits ou des expériences qu'on raconte dans une conversation, ce serait sans doute différent. Mais je sais que les interviews qu'on me propose, le prétexte en est toujours un livre écrit dans une langue et à un rythme et selon des normes totalement hétérogènes, celles de l'interview. Donc elle a une traduction et une pédagogie aussi, puisque dans l'interview radiophonique en particulier, on parle la nuit à un auditoire plus indéterminé que jamais, composé de gens dont on se dit qu'ils vous entendent pour la première fois, ou ne savent rien de ce que vous écrivez, et donc il faut s'adresser à eux tout en s'adressant à d'autres qui sont plus proches, plus prévenus. Alors, je sais bien que cette indétermination des destinataires est la loi partout, même dans un séminaire, même dans son propre séminaire, il y a des gens, on ne sait pas ce qui se passe du côté des destinataires. Néanmoins, on a une image, une silhouette idéale du destinataire assez précise finalement. Ça n'est pas du tout le cas de l'interview radiophonique. Donc là, alors, on parle dans la nuit, évidemment. Je vous parle, c'est-à-dire que je sais que je peux régler ma parole sur ce que j'imagine être votre attente. Et donc, naturellement, de ce point de vue-là, j'essaie d'oublier que nous parlons en ce moment pour des gens qui, comme je le fais moi-même souvent dans ma voiture, la nuit très tard, et tournent le bouton et écoutent, voilà, Dieu sait qui. Est-ce que la nuit a son importance? Oui, alors je crois que, justement, elle offre l'hospitalité d'un certain silence, justement. Le travail est arrêté, il y a un autre temps, le temps de la nuit, qu'on soit en voiture, comme c'est souvent mon cas quand j'écoute votre émission, rentrant très tard le soir chez moi, pardon, ou chez soi. La nuit est bonne à la parole. La nuit est en quelque sorte accueillante à la parole radiophonique, beaucoup plus que n'est le jour, à cause voilà, des distractions, du travail, de tout ce qui peut parasiter une parole diurne.
la parole nocturne a plus de chance, je crois. L'interview n'a rien à voir avec le dialogue, bien sûr, pour reprendre le genre que vous avez pratiqué avec Elisabeth Roudinesco dans cet autre livre intitulé De quoi demain et qui est coédité par Fayard et Galilée. Alors là, vous avez fait des réponses orales qui ont été ensuite réécrites. Oui. Là, c'est un tout autre genre. Hein. Naturellement, il participe pour une part, dans une certaine mesure, de l'interview, dans la mesure où Elisabeth Roudinesco, qui a pris l'initiative de ce dialogue, était en quelque sorte la maîtresse du jeu, c'est-à-dire que c'est elle qui orientait l'entretien, posait les questions, rythmait la chose. Donc il y avait une part d'interview, mais pour une autre part, naturellement, c'était un dialogue, c'est-à-dire que chacun de nous parlait aussi longuement, faisait porter sa question, sa réponse par une histoire que nous nous racontions, histoire croisée, histoire intellectuelle, mémoire des 10, 15, 20, 30 dernières années. Et donc, c'était un vrai dialogue de ce point de vue-là, avec la part d'accord, la part de désaccords, quelquefois frontaux, quelquefois virtuels ou obliques. Et puis, comme vous le soulignez il y a un instant, la chose étant totalement improvisée dans un premier temps et enregistrée, nous avons eu la possibilité d'y revenir, en essayant toutefois de garder à l'écriture de ces dialogues le ton et même le plus souvent le rythme de la première improvisation. Dans le livre, c'est très inégal, il y a des chapitres qui sont restés à peu près tels quels, à l'exception de quelques petites interventions grammaticales ou stylistiques, et il y a d'autres chapitres, par exemple celui sur la peine de mort, qui ont été réécrits de façon assez élaborée. En tout cas, j'ai réécrit une bonne partie de ce que j'avais improvisé là. Donc le rapport entre l'écriture et l'improvisation est très inégal à l'intérieur du livre. En tout cas, la difficulté de l'exercice que nous allons pratiquer ce soir, Jacques Derrida, qui est celui de l'interview, hein, parce que c'est une interview ici, c'est pas un dialogue, ne tient pas seulement au genre interview, mais aussi à ce que vous faites, à ce que vous écrivez, parce que la difficulté, elle est là aussi. Par exemple, dans un autre livre que nous n'avons pas encore cité, L'Université sans condition, qui est un livre qui paraît également chez Galilée ces jours-ci, vous dites « Je ne sais pas si ce que je dis est intelligible, si cela fait sens ». Est-ce que c'est de la philosophie ou de la littérature ou du théâtre? Vous vous posez à vous-même toutes ces questions. Je pose ces questions à mon auditoire, en vérité. À l'origine, il s'agit d'une conférence faite dans une université, à Stanford, en anglais d'ailleurs, et où je m'interroge sur à la fois l'essence et la vocation de l'université et sur les problèmes que l'université rencontre aujourd'hui, dans ses rapports avec l'État, dans ses rapports avec le marché, dans ses rapports avec toutes sortes de corporations, la question des disciplines, la question des humanités. Hein, le thème principal, c'est celui de l'avenir de ce qu'on appelle les humanities aux États-Unis, les humanités, c'est-à-dire un ensemble de disciplines dans lesquelles on range aussi bien la philosophie que la littérature, la linguistique, la psychanalyse. Et ayant proposé un certain nombre de choses, de thèses ou d'hypothèses, à la fin, je demande à mes auditeurs si ce que j'ai dit avait du sens, parce que par moment, on pourra peut-être, si vous le souhaitez, s'approcher du contenu de ce que je dis, par moment, mes propositions sont assez provocantes dans la mesure où je pose que l'université doit être sans condition, donc doit se voir reconnaître inconditionnellement le droit de poser toutes les questions qu'on peut juger nécessaire de poser, et non seulement des questions théoriques, mais des questions pratiques, politiques, performatives, et par exemple le sujet des humanités, le sujet de l'histoire de l'humanisme, de l'histoire des humanités, de l'histoire de la figure de l'homme. Et à un moment donné,
je suggère dans ce que j'appelle une profession de foi. J'essaie d'analyser ce que c'est qu'une profession de foi, ce que c'est qu'une profession. C'est une histoire de la profession, une histoire du travail, de ce qui arrive au travail dans le monde d'aujourd'hui. Et à un moment donné, je mets en question la distinction maintenant accréditée et, à mes yeux, fondamentale entre des énoncés de type théorique ou constatif et des énoncés performatifs, c'est-à-dire des paroles qui, dans l'enseignement, font arriver quelque chose, produisent des événements. Ce qu'on appelle un performatif, c'est donc un énoncé qui fait ce qu'il dit et qui produit l'événement dont il parle. Alors après avoir soutenu pendant assez longtemps, presque tout le temps de cette conférence, cette distinction entre constatif et performatif, l'avoir fait travailler, à la fin du trajet, j'explique pourquoi cette distinction me paraît limitée dans sa pertinence et pourquoi les événements, s'il y en a, et je pense qu'il doit y en avoir dans l'université à venir, mettent en déroute le performatif lui-même. Le performatif, c'est un énoncé qui produit un événement dans une situation où des conventions assurent que celui qui produit l'énoncé a qualité pour le faire, a le crédit pour le faire. On cite tout le temps la situation d'un président de l'Assemblée qui a le droit de dire « j'ouvre la séance ». Et naturellement, il a le pouvoir de produire cet événement dans la mesure où le titre de président de séance lui est reconnu par convention. Et je suggère que dans cette mesure-là, dans la mesure où une convention assure un pouvoir, l'événement produit est limité, il est prévisible, il est contrôlé, il s'inscrit dans un horizon d'attente, alors que l'événement dont je parle, un événement digne de ce nom, doit être absolument imprévisible, et par conséquent, au-delà du pouvoir, au-delà du je peux, et par conséquent mettre en déroute le performatif. Et avançant cette proposition, je demande, est-ce que ce que je dis ici relève encore d'un discours académique? Est-ce que c'est un séminaire? Est-ce que c'est un théorème, un mathème, une proposition de savoir? Ou est-ce que c'est autre chose? Et comme au cours du trajet, j'ai aussi proposé la question de ce qui est arrivé au concept d'homme dans notre modernité, j'ai aussi fait des références, à mes yeux, indispensables à ce que j'appelle l'œuvre, l'œuvre d'art, l'œuvre littéraire en particulier, ou l'œuvre théâtrale. Je demande donc à mon auditoire, est-ce que ce que je viens de dire est un discours d'enseignement théorique, un séminaire, une opération de savoir, une opération qui consiste à dispenser un savoir, comme on le dit souvent de l'enseignement, ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est de la littérature, du théâtre, de l'enseignement ou non? Et ça n'est pas un artifice de rhétorique. Je crois qu'au bout du compte, si ce que je dis n'est pas totalement gratuit, le genre dont relève ce discours ne correspond à aucune des catégories aujourd'hui accréditées dans ces différents champs, alors qu'il s'agisse bien d'un séminaire, d'une conférence, ou bien d'une œuvre littéraire. Oui. Dans Papier Machine, vous posez un peu différemment la même question. D'ailleurs, Jacques Derrida, en posant cette question, qu'est-ce que cela veut dire d'être un philosophe français aujourd'hui? Et là, vous constatez que certains tiennent vos textes pour trop littéraires, ou même pour philosophiquement impurs, ce qui nous rappelle le titre du livre de Jean-Noël Duhernet, La philosophie impure. Oui, là je réponds là aussi à une question, c'est dans une interview. C'est d'ailleurs une très bonne question. Qu'est-ce qu'un philosophe français? Alors, pour tenter d'y répondre, d'abord, si je me souviens bien, mais on fait une autre interview sur la même question. Là, je vais encore improviser. Si je me souviens bien, je rappelle qu'on ne poserait pas une telle question à un savant, par exemple. Oui. C'est improbable. On ne dirait pas à un mathématicien qu'est-ce que c'est qu'un mathématicien français ou qu'est-ce que c'est qu'être un physicien français. Donc, si on pose cette question, c'est parce que on suppose qu'entre la philosophie ou la profession de philosophe ou la pratique philosophique et l'appartenance nationale et la pratique d'une langue nationale, il y a un rapport qui n'est pas accidentel.
Et que donc le fait qu'on est français, et qu'on parle français, qu'on écrit en français, doit affecter à la fois la figure du philosophe, ce que je crois, et son discours, et non seulement la forme, mais le contenu de son discours. Et je crois que c'est vrai dans une certaine mesure. Alors c'est cette mesure que j'essaie d'analyser en rappelant qu'en principe, dans la grande tradition philosophique, la philosophie n'a pas de nationalité, elle est définie par sa prétention à l'universalité, c'est-à-dire à excéder immédiatement les frontières du pays, de la langue, de la citoyenneté, et même des institutions nationales auxquelles le philosophe de la modernité appartient, parce que la plupart des philosophes, depuis le XIXe siècle en tout cas, sont des professeurs. C'est-à-dire que ce sont des gens qui appartiennent à des institutions toujours nationales, marquées dans une certaine mesure par leur nationalité. Donc, ayant rappelé que la philosophie en principe prétend excéder les frontières nationales, néanmoins, il n'y a pas de philosophie sans langue naturelle, il n'y a pas de philosophie qui se produise dans une langue formelle, totalement formalisée, c'est-à-dire universelle ou mathématisée, et que donc il y a eu dès le début, entre un concept philosophique et un mot de la langue, une affinité, un lien qui est irréductible. Et donc j'essaie de marquer en quoi un philosophe français aujourd'hui est marqué non seulement par sa langue, mais par l'histoire des institutions auxquelles il appartient, par l'histoire d'une tradition. Et j'essaie de marquer en quoi, dans mon cas, c'est vrai aussi, bien que mon explication avec ces choses-là, avec l'institution, la citoyenneté et la langue, soit un peu, disons, turbulente, en tout cas questionnante. Vous ne savez pas si une langue originaire peut influencer une pensée? Influencer, je crois qu'inévitablement. Je crois que les premiers concepts philosophiques se sont produits dans une langue, indissociablement, la langue grecque, par exemple. Mais ce n'est pas seulement la langue, ce n'est pas seulement le lexique ou la syntaxe, c'est l'appartenance à une culture, à un champ politique, à un champ institutionnel. Mais évidemment, ces choses sont très compliquées parce que à l'intérieur de ces racines nationales, la vocation universalisante est au travail. Et donc, sans cesse le travail du déracinement accompagne en quelque sorte l'héritage de la langue et de l'appartenance. Donc être philosophe, c'est de toute façon se mesurer à l'urgence de questions universelles. Et parmi ces questions, il y en a une qui revient dans les deux livres, d'ailleurs dans Papier Machine comme dans l'Université sans condition. Je laisse un peu de côté pour l'instant le dialogue avec Elisabeth Roudinesco de Quoi demain. C'est la question de la mondialisation, ce qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation. Oui. Je crois que cette question traverse les trois livres de manière différente chaque fois, mais elle traverse tous ses écrits, en vérité tout ce qui, avec d'autres, m'inquiète en permanence. Ce mot recouvrant, souvent sans concept rigoureux, beaucoup de choses très différentes. Et donc mon premier geste, c'est d'appeler à la vigilance ou à la méfiance à l'égard des abus rhétoriques. Certains parlent de globalisation, par exemple. Voilà, alors c'est ça. Alors, une des premières choses que je rappelle, c'est que globalisation et mondialisation, ce n'est pas exactement la même chose. Globalisation est un mot qui a été accrédité aux États-Unis d'abord. En Allemagne, on dit aussi Globalisierung, qui fait référence donc, comme son nom l'indique, au globe terrestre, sans marquer en tout cas dans le mot ce que monde doit à une histoire très très chargée, une histoire sémantique extrêmement lourde, extrêmement chargée, extrêmement grave. Le monde, ça n'est ni le globe, ni le cosmos, ni l'univers. Et donc, j'essaie de rappeler que le monde, la notion de monde, ou mundus, ou de Welt en allemand, fait référence à un devenir chrétien, c'est-à-dire paulinien en fait, du cosmos grec,
au moment où le cosmos, dans la langue chrétienne paulinienne, désigne une certaine humanité, l'ensemble des hommes comme prochains, fils de Dieu ou frères et fils de Dieu. C'est-à-dire que le mot de monde a une charge sémantique beaucoup plus déterminée, déterminante que celle de globe. Et je crois que partout où on parle aujourd'hui de mondialisation, qu'il s'agisse du droit international et des tensions entre le marché et le droit international, partout où on parle justement de l'humanité, de crimes contre l'humanité, notion dont je rappelle qu'elle a été chose bien connue, mais qu'il faut toujours rappeler que c'est un concept moderne, un performatif juridique justement, qui date de 1945 et qui a déterminé très largement une grande part de l'espace géopolitique d'aujourd'hui, l'espace juridique et géopolitique d'aujourd'hui. Et évidemment, on ne peut pas penser le crime contre l'humanité sans se référer à une notion de monde qui est marquée par une tradition européenne, c'est-à-dire à la fois grecque et chrétienne, surtout chrétienne. Et donc, naturellement, quand dans l'Université sans condition, je relie cette question du monde à celle de la figure de l'homme, de la définition de l'homme, de la redéfinition, réélaboration du concept d'homme, et donc d'humanité, des humanités, de l'enseignement des humanités, et que je relie cela à l'histoire du droit international, du crime contre l'humanité, et à l'histoire du travail, à ce qu'on appelle souvent aujourd'hui la fin du travail. Je me réfère au livre de Rifkin sur la fin du travail. Chaque fois, naturellement, je crois nécessaire de rappeler cette histoire, de rappeler la mémoire historique de tous ces concepts. Est-ce que l'université sans condition peut tenir tête à la mondialisation, faire de la résistance? Alors, je ne sais pas si elle peut le faire de façon effective, c'est l'un des moyens. Là, mon souci dans l'université sans condition, c'est de rappeler ce qu'est en principe l'idée de l'université. Celle justement d'une liberté sans condition, du droit à dire tout ce qu'on a à dire, à poser toutes les questions qu'on veut poser, sans aucune espèce de limitation. C'est-à-dire la liberté de l'université à l'égard de tous les pouvoirs, le pouvoir de l'État, aussi bien des pouvoirs économiques, le pouvoir du marché, et cette question n'est pas une question abstraite. Vous savez que les universités aujourd'hui, notamment dans le monde occidental, sont de plus en plus dépendantes du marché, des corporations, des grandes concentrations de capitaux. Donc, indépendance inconditionnelle de l'université à l'égard du pouvoir d'État, du pouvoir économique, du pouvoir religieux, de tous les pouvoirs idéologiques. Mais naturellement, cette liberté, cette inconditionnalité est une inconditionnalité de principe. Mais en fait, nous savons bien que cette inconditionnalité n'est pas donnée, que l'université n'a pas de moyens propres et qu'elle dépend, en fait, qu'elle est conditionnée en fait par l'État, par le marché, par des idéologies, des institutions de toutes sortes. Ce qui fait que cette inconditionnalité, en fait, s'accompagne d'une sorte de faiblesse radicale d'un pouvoir. Et la question est de savoir comment, à partir de ce lieu d'un pouvoir, de faiblesse radicale, comment, par quelle stratégie, avec quelles alliances, on peut résister à un grand nombre de pouvoirs dont je viens de rappeler les grandes figures, l'État, la religion, le marché, etc. Les médias, j'oubliais les médias, mais il faut les rappeler parce qu'elles sont là, naturellement, des partenaires essentiels de toutes les instances que je viens de nommer. Alors, la difficulté, je dis bien la difficulté, une difficulté redoutable, c'est de penser ensemble cette inconditionnalité et cette faiblesse. En général, on associe le droit inconditionnel à faire quelque chose à un principe de souveraineté. Et on est tenté de dire, alors l'université doit être souveraine. Mais justement, la souveraineté est quelque chose que j'essaie d'analyser, de déconstruire,
et comme histoire justement théologico-politique. Et donc j'essaie de penser, et ça n'est pas facile, de penser une inconditionnalité sans souveraineté, c'est-à-dire sans pouvoir. Donc une situation où la pensée, ce que j'appelle la pensée, ou l'œuvre universitaire, peut s'opposer sans force à tous les pouvoirs. C'est à la condition que cette pensée soit possible et puisse se dire et frayer son chemin que l'université serait fidèle à ce que j'appelle sa profession de foi initiale, son engagement initial, à l'idée de l'université. Mais évidemment, il ne suffit pas de le dire. Ce livre est à la fois très abstrait et en même temps il fait partie d'un combat dans lequel, avec d'autres, je suis engagé depuis longtemps. Et ça passe par ce que j'appelle, en un sens non religieux du terme, la profession de foi d'un professeur. Oui. Et le refus de céder à quelque hégémonie que ce soit. Voilà. Et évidemment, pour revenir à votre question sur la mondialisation, ce qu'on appelle mondialisation aujourd'hui, c'est souvent un champ de conflit pour l'hégémonie. Souvent, on abuse de ce mot en laissant croire que c'est fait, que la mondialisation existe, c'est-à-dire que le marché est ouvert à tout le monde, que les frontières tombent, que la communication est assurée de transparence et de partage universel, alors que nous savons bien, et je le rappelle très vite dans l'université sans condition, nous savons bien que ce n'est pas le cas, que la mondialisation n'existe pas, que l'espace public dit mondial est très hétérogène, plus inégalitaire que jamais, que d'énormes masses de peuples, de populations humaines sont privés de tout accès non seulement aux ressources de la communication, mais de tout accès aux richesses, à la médecine, de tout accès à l'enseignement, et en particulier, c'est un motif que je privilégie dans cette petite conférence, au travail. En général, on parle justement Rifkin parle d'une fin du travail, et dans un livre fort intéressant d'ailleurs qui porte ce nom, La fin du travail, il analyse le rythme de l'histoire du travail, des révolutions du travail, et des révolutions industrielles. Il dit qu'au XIXe siècle, par exemple, au XXe siècle, il y a eu des transformations techniques et industrielles qui ont mécanisé le travail et limité le nombre de travailleurs, mais en laissant une part assez importante. Il parle de la révolution machine à vapeur, d'électricité, mais qui laissait régulièrement un espace assez important pour l'emploi. Alors que la révolution en cours, l'informatisation, les télécommunications, Internet, email, le télétravail, la possibilité de travailler à distance, tout cela ne laisse plus d'espace suffisant pour absorber la masse de travailleurs qui sont rendus inutiles par ce progrès. Alors ce que je rappelle, c'est une évidence massive, mais qu'il faut sans cesse se rappeler, c'est que aujourd'hui, jamais autant qu'aujourd'hui, tant d'hommes et de femmes étaient privés d'un travail auquel ou elles aspiraient, ou bien travaillaient trop pour un salaire décent. Et que donc, il ne fallait pas abuser de cette incontestable transformation du travail pour en conclure que la mondialisation avait fait son œuvre et qu'on assistait à une fin du travail, dont on trouve d'ailleurs le thème présent déjà chez Saint-Augustin, dans un sens encore justement religieux. Et je rappelle les travaux de mon collègue Le Goff qui montre comment au Moyen-Âge déjà, il y avait l'action du temps de travail se posait, où il y avait des gens qui demandaient un temps plus long de travail et d'autres un allègement du temps de travail. C'est une histoire qui a commencé il y a déjà très longtemps. Donc j'appelle à la méfiance à l'égard des usages et des abus de ce concept, de ce mot
bon, plutôt qu'un concept de mondialisation. Est-ce que d'une certaine façon, enfin, j'imagine que la question vous a été posée 1000 fois depuis quelque temps dans le monde entier, parce que vous vous déplacez beaucoup pour faire des conférences, donner des cours, notamment aux États-Unis. Est-ce que les leurres de la mondialisation ne nous ont pas été cruellement rappelés le 11 septembre? Oui, bien sûr, bien sûr. En même temps que ce qui s'est passé le 11 septembre, et vous voyez bien qu'on ne sait pas comment nommer cette chose. Chaque fois que j'ai à en parler, comme nous tous, nous avons beaucoup à en parler, en privé ou publiquement, je commence par faire remarquer que, au fond, appeler cette chose le 11 septembre, lui donner le nom de sa date, c'est, au-delà de l'économie de l'abréviation, c'est reconnaître que nous n'avons pas de mots adéquats, de description appropriée pour cette chose, pour cet événement, comme on dit, qui n'est ni un acte de guerre au sens classique, qui est un acte de terrorisme, mais en tant qu'acte de terrorisme, point si nouveau, pas aussi nouveau qu'on a voulu le dire, pas. Donc ce qui arrive à l'intérieur du terrorisme est quelque chose qu'on n'a pas encore réussi à identifier. Donc quand on dit 11 septembre, ce que les Américains appellent souvent maintenant 911, parce que 911 c'est aux États-Unis le numéro des appels d'urgence. Donc ce qui est arrivé le 11 septembre, sur quoi il y aurait beaucoup à dire quant à la nouveauté, quant à la non-nouveauté, atteste en effet qu'une certaine mondialisation n'est pas achevée, mais en même temps atteste que sans une espèce d'effet de mondialisation, cette chose-là n'aurait pas été possible. C'est-à-dire sans, par exemple, une nouvelle façon de passer les frontières, sans une haute technologie hyper sophistiquée, sans la possibilité d'atteindre une puissance jusqu'ici invulnérable à partir de ses propres armes, de ses propres avions, quelquefois de ses propres formations, puisque les agents de cet acte vivaient aux États-Unis, avaient été formés pour une large part dans des pays occidentaux. Donc tout cela, en même temps, cette forme de terrorisme, si le terrorisme n'est pas nouveau, cette forme de terrorisme est nouvelle, entre autres traits, parce que une certaine mondialisation l'a rendu possible. Qu'il s'agisse de la langue, de la technique, d'un terrorisme qui n'a pas eu besoin d'utiliser autre chose que les armes, les avions et la formation du pays visé. Et puis, ça a atteint des institutions et des symboles de la mondialisation du marché, par exemple, le World Trade Center, d'une grande puissance militaire et politique, le Pentagone. Donc je crois qu'en même temps, c'est un événement qui rappelle à la fois que la mondialisation n'a pas encore eu lieu et qu'en même temps, de notre point de vue, elle est en marche. Et sans une certaine mondialisation, ça n'aurait pas été possible. Ça veut dire qu'il faut raffiner ce concept, qu'en lui-même, il nous importe peu, que ce qui est urgent, c'est d'articuler et d'analyser ce concept et l'usage de ce concept. Alors, pour cette interview, Jacques Derrida, nous sommes partis de vos préventions à l'égard de l'interview, et pourtant, il vous arrive de vous soumettre à ces lois. Vous l'avez fait, par exemple, avec Ornette Coleman. Vous l'avez rencontré à l'occasion d'un concert à la Villette en 1997. Et puis, vous avez eu envie de vous entretenir avec lui. On a pu lire l'interview, d'ailleurs, dans Les Inrecuptibles, cette année-là. Vous avez parlé notamment de l'improvisation qui n'est rendue possible que par une trame très précisément préécrite. Est-ce que cette improvisation n'est pas un genre que vous pratiquez aussi beaucoup vous-même dans vos conférences, qui deviennent ensuite des livres? Alors, en effet, quand je rencontrais Ornette Coleman, nous avons eu d'abord un entretien, et puis ensuite il m'a demandé d'intervenir dans un concert. Participer avec lui à un concert qu'il donnait à la Villette
Et là, vous savez que c'est un grand artiste, un grand génie de l'improvisation, c'est l'inventeur du free jazz. Pas, mais évidemment, l'improvisation ne se fait pas sans règles. Et donc, dans l'expérience que j'ai partagée avec lui, à sa demande, à son invitation, j'avais préparé un texte, étant entendu que lui improviserait alors que je dirais ce texte sur la scène. Ce qui s'est passé, mais nous avons d'abord répété sans répéter. Nous avons fait quelques essais où il y avait à la fois de l'improvisation et en même temps de la répétition. Naturellement, ça ne s'est pas si bien passé, puisque dans la salle, certains auditeurs ont très mal réagi au fait que quelqu'un venait ici parler, alors qu'il s'était venu pour écouter Ornette Coleman. Mais au total, bon, c'était une expérience dont je garde un très bon souvenir, qui d'ailleurs, en dehors de cette minorité de chahuteurs, a été, pour Ornette Coleman et pour moi et pour d'autres, de moments qui a compté. Et ce que j'ai essayé de dire à la fois dans le texte que j'ai lu à ce moment-là et dans l'entretien entre nous, c'est que dans l'improvisation, il y a, et surtout dans le cas du jazz, il y a des règles de la répétition et de l'événement. Et qu'il faut que l'œuvre, justement, l'œuvre improvisée, est une étrange alliance de préparation et d'exposition à ce qui vient. Dans mon expérience la plus habituelle, c'est-à-dire dans l'enseignement et dans les conférences, j'improvise peu finalement, j'écris beaucoup. En général, quand je fais une conférence, je l'écris d'avance. Même ce que j'enseigne est en général écrit. Mais à partir de ce qui est écrit, je peux, soit en m'interrompant ou en demandant qu'on m'interrompe, soit au cours des discussions, improviser. Et la liberté de l'improvisation, dans le meilleur des cas, sa fécondité, est aidée par le travail de préparation. Je ne crois pas qu'il y ait de pure improvisation. C'est-à-dire que quand on improvise délibérément, en quelque sorte, on fait jouer ou on laisse jouer des schèmes déjà préparés ou virtuellement prêts, n'est-ce pas? Des schèmes logiques, des schèmes pédagogiques, des syntaxes, des grammaires. Et donc l'improvisation comme opération, d'une certaine manière, puise à un fond déjà disponible. Mais il y a des cas où, et je n'appellerai pas ça improvisation, où quelque chose vous arrive alors que vous parlez, et en quelque sorte, mettant votre maîtrise en défaut ou en déroute. Et là, je ne peux pas dire qu'on improvise, à ce moment-là, ça arrive. On s'entend dire des choses, on se met à penser quelque chose à quoi on n'était pas soi-même préparé, et à ce moment-là, il s'agit d'un événement que l'improvisation a, en quelque sorte, accueilli, mais qui ne relève pas de l'improvisation. Cet événement qui vient nous affecter n'est pas un acte d'improvisation, c'est ce qui nous tombe dessus. Un événement, ça tombe dessus. On ne le voit pas venir devant soi, pas? Il ne vient pas devant soi. Il n'y a pas d'horizon pour l'événement. Il vient d'en haut, verticalement, ou de derrière, ou de dessous, mais on ne le voit pas venir. L'improvisation, comme activité en tout cas, c'est un effort quand même pour inventer quelque chose à partir d'un fond déjà identifié, reconnu, disponible. Et c'est une manière aussi de tenter de maîtriser l'événement. Mais ce qu'il y a d'intéressant, je dirais, qu'il s'agisse de jazz, qu'il s'agisse de paroles philosophiques, c'est l'événement malgré la préparation et malgré l'improvisation même. En tout cas, je vous ai demandé quelle musique vous vouliez entendre dans l'émission de ce soir et vous n'avez pas hésité une seconde, vous avez répondu Ornette Coleman.
Dans l'entretien avec Ornette Coleman, auquel je faisais allusion il y a un instant, Jacques Derrida, vous l'interrogez sur son utilisation des nouvelles technologies dans sa musique. Et j'ai envie de vous renvoyer la question sur quelle est l'influence des nouvelles technologies sur votre musique à vous. Comment interviennent-elles et comment, et plus généralement, quelles conséquences leur développement a-t-il sur le livre tel qu'on le conçoit encore aujourd'hui, puisque c'est l'un des thèmes qu'on retrouve dans Papier et Machine, mais qui vous préoccupe depuis très longtemps. Depuis, on peut dire, de la grammatologie, qui date de 1967, où vous abordiez cette question de la fin du livre. Là, je distinguerai justement entre les thèmes qui m'intéressent depuis toujours, si on peut dire. Toutes les questions théoriques que peuvent poser les nouvelles technologies, je les ai au moins approchées dans de la grammatologie, et de façon très précise aussi dans d'autres textes, comme dans la carte postale, il y a des questions déjà des ordinateurs, du email, de toutes ces nouvelles technologies, dont la problématique est élaborée comme problématique. Et ça n'a jamais cessé depuis, et j'ai constamment essayé de prendre en compte ces événements de la technoscience des télétechnologies, de les prendre en compte aussi sérieusement possible dans mon travail, disons, pour faire vite, philosophique. Mais ce qui est ainsi autant que possible intégré à mon travail théorique ne l'a pas été de façon égale et au même rythme dans mon usage de ces techniques, dans ma vie. C'est-à-dire que j'étais beaucoup plus résistant dans la pratique, beaucoup plus lent dans mon usage de ces machines que dans le traitement théorique que j'en ai tenté. C'est-à-dire que c'est très lentement que je suis passé de l'écriture manuelle, purement manuelle, à la machine à écrire, la petite machine à écrire mécanique, puis de la machine à écrire mécanique à la machine électrique. Carte postale, en 79, c'est le moment où je suis passé de la machine à écrire mécanique à la machine à écrire électrique. Et pour l'ordinateur, c'est encore beaucoup plus lent. Bien que j'ai parlé de l'ordinateur et du email, des logiciels très tôt dans la carte postale par exemple, c'est seulement en 86 qu'avec beaucoup de résistance et de lenteur et de peine, je me suis approprié ces machines. Bon, alors, comme tout le monde, comme beaucoup de ceux qui nous entourent, je me sers d'ordinateur, je me sers du email par exemple. Je ne suis encore pas arrivé là, ni de l'Internet. Ça ne m'empêche pas d'en tenir compte dans ce que j'écris dans ce domaine-là, mais je reste très en retard. Mais l'ordinateur, vous dites que vous ne pouvez plus vous en passer maintenant et que vous n'arrivez même plus à vous rappeler ou à comprendre comment vous avez pu faire auparavant sans lui. C'est vrai. Je suis très dépendant de ces machines-là, même si je m'en sers de façon primitive et maladroite, je suis très dépendant. Et en effet, il m'arrive, je suppose que ce n'est pas très original, il m'arrive de me demander comment, comme j'ai quand même beaucoup écrit avant d'avoir un ordinateur, comment je faisais auparavant pour effacer, recomposer, coller, couper, etc. Et bien que je ne crois pas que l'ordinateur ait changé quelque chose d'essentiel dans mon rapport à ce que j'écris, à la forme de ce que j'écris, etc., il a facilité, en les accélérant, les interventions techniques dans le texte, hein, les recompositions, comme ça, couper-coller, l'opération de couper-coller, et les liens, comme vous le savez, beaucoup plus rapide et facile. Je prépare mes cours sur un ordinateur, et il peut m'arriver, par exemple, plus facilement qu'auparavant, naturellement, une fois que j'ai écrit l'équivalent de ce dont j'ai besoin pour une séance, de placer au début ce qui était à la fin, de recomposer en quelques secondes la mise en scène, en quelque sorte, d'un texte, avec beaucoup plus de facilité et beaucoup moins de temps qu'auparavant. Donc ça m'est très très utile, bien sûr. Alors le livre à venir, c'est un titre de Maurice Blanchot. Oui.
Ça, le texte qui est recueilli au début de Papier Machine sous ce titre, c'est une conférence que j'avais à la Bibliothèque nationale, justement sur la fin du livre. C'était en fait l'introduction à une discussion que j'avais eue avec Bernard Stiegler et Roger Chartier sur ce qui arrive, ce qui arrivera au livre dans une bibliothèque. Alors, je me suis en effet référé à ce que dit Blanchot dans le texte qui porte ce titre, avec naturellement un salut au coup de dé, c'est-à-dire à ce qui, dans la forme livre, déjà lui faisait arriver des dislocations, des mouvements contrôlés d'aléas, des délinéarisations, etc., etc. Donc je me suis référé donc à Blanchot et à Mallarmé dans cette conférence à la Bibliothèque nationale, en prenant en compte que ça se passait dans une bibliothèque, parce que chacun des textes qui sont dans Papier Machine se marque, et de façon délibérée, explicite, par référence à la situation, au contexte, au lieu pour lequel il a été produit. Soit des conférences dans des bibliothèques, ce sont toujours des institutions qui ont affaire au papier, puisqu'il s'agit de papier, soit des bibliothèques, soit des journaux, soit des revues. Et évidemment, au cours de cette discussion, nous avions à la fois rappeler et évaluer notre rapport à la culture livresque, la culture du livre, et de façon apparemment contradictoire, mais c'est une contradiction à laquelle je tiens. J'ai dit que à la fois je tenais au livre, et la culture du livre, c'est-à-dire au temps du livre, à la forme de lecture et d'écriture requise par cette chose finie qu'est le livre, mais que tenir au livre ne signifiait pas, naturellement, se fermer à ou s'interdire l'accès aux formes d'impression et au support non livresque de la parole et de l'écriture. Alors le livre Papier Machine a un sous-titre qui est le ruban de machine à écrire et autres textes, et le ruban de machine à écrire, c'est le deuxième texte du volume, où il est notamment question de Rousseau, qui est encore un revenant, parce que Rousseau, on le trouve également dans ce livre que nous avions cité tout à l'heure, de la grammatologie, où là, vous vous intéressiez longuement à l'essai sur l'origine des langues. Mais dans Papier Machine, c'est un extrait des Confessions là, qui vous requiert, où Rousseau raconte comment, chez Madame de Vercelin, il a volé un petit ruban couleur de rose et argent, et comment il a fait accuser de ce vol une pauvre cuisinière. Marion. Marion. Le titre, ruban de machine à écrire, se justifie dans une certaine mesure par le fait que ce ruban de soie volé, vol qui fut une sorte de traumatisme générateur et fondateur et paradigmatique pour Rousseau, en tout cas ce qu'il dit. Ce ruban a donné lieu, dans l'histoire de la lecture et de la théorie littéraire, à une véritable bibliothèque, un nombre considérable de textes. Il a engendré des masses de textes, de réflexions, d'interprétations, de livres, et il est devenu lui-même le support, comme un ruban de machine à écrire, le support de tant et tant d'écritures, à commencer par celle de Rousseau, puisqu'il nous dit à un moment donné que cet événement de sa jeunesse a déterminé tant et tant de choses dans sa vie, et notamment les confessions. C'est comme si les confessions elles-mêmes n'avaient été écrites que parce qu'il y avait eu ce vol. Alors je me suis plus qu'amusé, parce que j'ai pris ça très au sérieux, je me suis en tout cas aussi amusé à repérer des analogies entre les confessions d'Augustin et les confessions de Rousseau, qui toutes les deux archivent en quelque sorte, et la question de l'archive est au centre de ce livre, hein, archive un vol à l'âge de 16 ans, hein, et l'attention que j'ai prêtée à ces analogies m'a donné à penser ou à rêver que peut-être Rousseau avait totalement inventé cela pour s'inscrire dans la tradition d'un nouveau genre littéraire qui était celui des confessions, inauguré par Saint-Augustin, la confession d'un vol étant en quelque sorte le coup d'envoi de l'écriture.
Alors, dans ce volume, il est évidemment, puisque vous avez repris un certain nombre d'entretiens, souvent question de la déconstruction. Vous en parlez aussi, bien sûr, avec Elisabeth Roudinesco dans De quoi demain. Mais j'imagine que vous en avez un peu assez de parler de la déconstruction. Donc, je ne vais pas vous interroger longuement là-dessus. Merci. Mais peut-être que nos auditeurs seraient déçus si nous n'en parlions pas. En tout cas, là, vous rappelez que ce n'est ni une philosophie, ni une science, ni une méthode, ni une doctrine. D'ailleurs, dans un autre livre, Résistance de la psychanalyse, vous dites que c'est une hyper-analyse, qu'il s'agit de défaire, de désédimenter, de décomposer, de déconstituer des sédiments, des artefactats, des présuppositions, des institutions, etc. Bref, c'est l'impossible. Et l'impossible est ce qui arrive en même temps. Ça, c'est la définition que vous donnez dans le dialogue avec Elisabeth Roudinesco. Si pour faire vite et pour jouer un peu, j'essaie de me rappeler les définitions que, sous la pression d'une question, en général d'interview, je me suis laissé aller à donner de la déconstruction brièvement. Il y en a, si je compte bien, au moins 4. Ouais. Si vous me permettez, je les rappelle, c'est un sens très bref. J'ai dit une fois, la déconstruction, c'est l'Amérique, dans un texte sur Tolleman. Et une autre fois, dans le même livre, ayant abandonné cette première hypothèse, j'ai dit la déconstruction, c'est plus d'une langue. Parler plus d'une langue. Et puis une autre fois, la déconstruction, c'est l'impossible. Et enfin, une quatrième fois, c'est ce qui arrive. Vous l'avez rappelé. Et je crois que ces 4 définitions, qui sont à la fois algébriques, brèves, ironiques, mais sérieuses aussi, ne sont pas, comment dire, disparates ou incompatibles. Elles forment une sorte de, je l'espère, de cohérence. D'abord, ce qui arrive comme l'impossible. Il est évident que si ce qui arrive, si un événement, ou bien qui arrive, parce que qui arrive, c'est l'arrivant, le qui arrive, pas ce qui arrive ou bien l'arrivant. Si ce qui arrive ou l'arrivant était possible, autrement dit, si je les voyais venir, si c'était en mon pouvoir de les recevoir, de les prévoir, si c'était possible, eh bien, il n'arriverait pas. Ce serait simplement le remplissement d'un programme, d'une attente, et donc l'événement serait neutralisé par sa simple possibilité. Autrement dit, pour que quelque chose arrive, ou que quelqu'un arrive, au sens fort du terme, il faut que cette personne, ce quelqu'un, ou cet événement, arrive comme impossible, comme ce qui n'était pas encore possible. Donc, la déconstruction n'est pas justement une doctrine ou un savoir ou quelque chose qui est à ma disposition comme un instrument, une méthode ou quelque chose de calculable que j'ai à ma disposition, une technique que j'enseigne. La déconstruction a lieu chaque fois où quelque chose arrive, et qui arrive, ou quelqu'un arrive. Expérience d'hospitalité inconditionnelle, par exemple, hein, ou de don, de pardon, ou ce qui arrive comme impossible désorganise en quelque sorte le champ du possible et le champ de la réception, désorganise la réception. Et comme un hôte inattendu, et qui arrive, est un principe de désordre dans l'espace qui le reçoit. C'est à cette condition qu'il y a de l'hospitalité pure. Hein. Si celui qui arrive est invité et ne dérange personne, hein, c'est pas de l'hospitalité. Donc, seul l'impossible arrive d'une certaine manière. Hein. Et cela suppose plus d'une langue, c'est-à-dire qu'il faut là aussi que l'élément d'appropriation qui est constitué par la maîtrise d'un langage, d'une syntaxe, d'une grammaire, d'un sens même, d'une sémantique stabilisée, il faut que ça s'ouvre, ça se laisse déranger par une autre langue ou par la langue de l'autre. Hein, par la langue de l'autre. Donc il faut qu'il y ait plus d'une langue et une expérience de traduction impossible, de certaine manière, pour que quelque chose comme cette déconstruction advienne. La déconstruction, c'est l'Amérique, donc, mais je voudrais quand même rappeler qu'il y a quelques semaines, vous avez reçu le prix Adorno, Jacques Derrida, ce qui prouve que, contrairement aux idées reçues selon lesquelles vous seriez un philosophe pour les Américains, la déconstruction arrive en Europe. Oui.
Je voudrais dire un mot au moins de cette boutade à la déconstruction sur l'Amérique, que j'avais risquée en 1984, je crois. C'était, à titre de boutade sérieuse, un effort pour marquer qu'il n'était pas fortuit que la déconstruction, non pas soit si bien accueillie en Amérique, parce qu'elle n'a pas été aussi bien accueillie qu'on le dit souvent en Amérique. Il y a ce préjugé qui m'indigne un petit peu, je dois dire, contre lequel je voudrais protester publiquement, puisque vous m'en donnez l'occasion, selon lequel la déconstruction et du coup, moi, par la même occasion, si je puis dire, sont bien reçues aux États-Unis. C'est faux. C'est aux États-Unis qu'il y a le plus de résistance et de guerre. Et il est vrai que la guerre est une modalité naturellement d'accueil, mais il y a beaucoup de guerre et de résistance. Et ce que j'essayais de dire quand je disais que c'est l'Amérique, c'était que ça n'était pas fortuit si ce pays qui est à la fois très religieux, très marqué par une tradition théologique, qui est à la fois en situation d'hégémonie, mais d'hégémonie critique. L'hégémonie des États-Unis est aussi indéniable que sa fragilité, la fragilité de cette hégémonie. On en a encore, on a de plus en plus d'exemples. Donc il n'était pas fortuit que les États-Unis, et notamment certaines universités de la culture américaine, offrent à la déconstruction un terrain de bataille, pas un terrain d'hospitalité ou d'accueil, mais un terrain de bataille privilégié. Mais évidemment, ce qui est injuste, c'est de laisser entendre, et ça, je suppose que c'est une hypothèse très intéressée, et ça m'amuserait beaucoup d'analyser l'intérêt en question. C'est très injuste de prétendre que, que la déconstruction n'intéresse que les États-Unis. Parce que, là aussi, il y a un phénomène de mondialisation un peu partout. Ça arrive d'une manière ou d'une autre. En Allemagne, c'est une histoire très compliquée, parce qu'il y a eu, en effet, pendant très longtemps, une très forte résistance, là aussi en Allemagne. Et je ne sais pas si vous souhaitez qu'on entre dans ce champ, mais c'est seulement au cours des 5-6 dernières années que dans l'université allemande, dans les départements de philosophie, on est revenu sur comment dire, un puissant préjugé qui s'était installé dans les années 70, début des années 80, selon lesquels les philosophes ou les théoriciens français, en groupe, qu'il s'agit de Foucault, Deleuze, Lyotard et d'autres, étaient, alors Habermas était pour beaucoup dans le crédit accordé à cette interprétation, étaient des néoconservateurs, nietzschéens, politiquement neutres, voire suspects, et ce qui était évidemment selon moi, une très grave faute de lecture. Et c'est seulement au cours des 5-6 dernières années que cette lecture a été un peu dérangée par de nouveaux lecteurs, par de jeunes enseignants, par des traductions, par des publications. Je pense que mes derniers livres, comme Spectre de Marx, Politique de l'amitié, Force de loi, ont quand même obligé un certain nombre de gens à s'apercevoir que ce n'était pas du néoconservatisme nietzschéen ou néo-heideggerien, que c'était plus compliqué que ça. Et peu à peu, les choses ont changé. Je veux dire qu'Habermas lui-même a très honnêtement reconnu que ce n'était pas si simple. Bon, et ce qu'on appelle la réception allemande de ces choses-là a, je m'en réjouis, changé. Je crois que quand il m'est arrivé de m'en expliquer, notamment à Francfort, justement au moment de ce prix Adorno, j'ai invoqué non seulement des choses comme celles que je viens de dire, mais aussi le fait que entre certains philosophes allemands, je pense à Habermas, et certains philosophes français, c'est en tout cas mon cas, il y avait, au-delà des malentendus qui persistent d'ailleurs, des désaccords peut-être profonds qui ne sont pas levés, il y avait le sentiment que des responsabilités communes étaient à prendre, des responsabilités politiques quant à l'Europe étaient plus urgentes. Et c'est cette conscience de responsabilité partagée qui a peut-être facilité des mouvements de rapprochement, de réconciliation, de ce changement de terrain en quelque sorte.
L'Europe, justement, vous en avez parlé dans un autre livre, publié aux éditions de Minuit, qui s'intitule L'autre cap, où vous défendez une Europe politique, et vous revenez sur le thème avec Elisabeth Roudinesco, dans De quoi demain, quand, par exemple, vous parlez de l'héritage européen, qui serait un potentiel inépuisable de crise et justement de déconstruction. Oui, naturellement, c'est difficile en improvisant de reparler encore de l'Europe. Mais ce qu'on peut peut-être en dire de façon économique ou algébrique, c'est que ce qu'on nomme l'Europe, ou la philosophie européenne, c'est non seulement un corps de culture, de langue, de tradition, qui se rassemblent, mais c'est aussi un tourment et un travail porté à justement excéder le lieu européen, à excéder ses propres frontières. On parlait tout à l'heure de vocation universelle, de mouvement pour justement se porter au-delà de son lieu de naissance. Je crois que c'est ça ce qui caractérise justement le meilleur de la philosophie européenne, de ce qu'on appelait autant de Husserl ou de Valéry ou même de Heidegger, l'esprit européen. Et donc, la difficulté, c'est, pour les responsabilités que nous avons à prendre aujourd'hui, c'est à la fois d'être fidèle à cette inspiration, à ce mouvement d'universalisation, sans eurocentrisme, c'est-à-dire sans reconstituer une Europe qui, identique à elle-même, reprendrait une sorte de figure stable et de force politique, économique, militaire, en concurrence avec d'autres forces analogues. Donc, comment faire pour être un héritier de l'Europe de ce point de vue-là, sans eurocentrisme? C'est ça la difficulté de cette réponse, de cette responsabilité.
voudrais qu'on revienne, Jacques Derrida, sur le titre que vous avez donné à ce livre d'entretien, enfin de dialogue avec Elisabeth Rodinesco, De quoi demain? C'est une abréviation d'une phrase de Victor Hugo. Oui. Il est vrai qu'il s'agit des chants du crépuscule. De quoi demain sera-t-il fait? Et vous, il y a une expression que vous employez souvent, c'est ce qui vient. Ce qui vient, une expression qui revient souvent ces dernières années. De quoi parlez-vous quand vous parlez de ce qui vient, de ce qui va surgir de manière totalement imprévisible, de ce qui à la fois appelle et déborde votre responsabilité en tant que philosophe? Non, je crois que si j'ai privilégié ces petits mots, ce syntagme, ce morceau de phrase, ce qui vient, c'est pour faire droit, d'une part, à ce qu'on appelle l'événement. Le mot d'événement fait référence, et ce n'est pas le cas dans toutes les langues, dans Ereignis par exemple en allemand, ou en d'autres langues, ce qu'on traduirait par événement ne fait pas nécessairement référence à la venue. Donc je voulais garder cette référence à la venue comme arrivée de l'imprévisible, c'est-à-dire de quelque chose qui arrive là où on ne l'attendait pas, et à quelqu'un qui vient. À quelqu'un qui vient, à l'avenir, ce qui reste à venir, comme temps ou chose à venir, mais aussi comme qui. Non seulement le quoi, mais le qui. Et donc, il s'agissait de garder dans la sémantique du venir cette référence à un avenir qui n'est pas seulement un futur. Le avenir, c'est ce qui s'annonce quelquefois comme le corrélat d'une promesse, mais qui s'annonce comme imprévisible. Je vous parle souvent de messianicité sans messianisme, c'est-à-dire de quelqu'un qu'on attend sans attendre, qui peut venir ou ne pas venir. La catégorie du peut-être est indispensable ici. S'il ne vient que ce que j'attends, ou ce que je vois venir, ou ce que je prévois, ça ne vient pas, il n'y a pas d'événement. Donc pour qu'il y ait venue et événement, il faut que cela excède en quelque sorte mon anticipation ou mon horizon d'attente. Et donc j'ai voulu marquer cet excès du venir sur ce qui est présent, sur la modalité du présent. L'avenir n'est pas seulement le présent futur. C'est qui vient, ou qui peut venir ou ne pas venir, peut-être. La modalité du peut-être est ici indispensable. Et donc c'est pour ça que je parle par exemple aussi de démocratie à venir, très souvent, c'est-à-dire de ce qui est à la fois promis et non assuré, par-delà, par exemple, toutes les figures de la démocratie existantes, qui est liée à une promesse, mais aussi bien à une menace. S'il n'y avait que de la promesse, en général, les théoriciens des actes de langage tiennent que la promesse promet toujours quelque chose de bon. On ne promet que quelque chose de bon. Je ne vous promets pas de vous faire mal, je vous menace de vous faire mal. Je ne promets pas de tuer, je menace de tuer. Donc la promesse, toujours la promesse de quelque chose de bon. J'ai essayé de contester cette analyse, cette axiomatique-là, en marquant que toute promesse doit comporter le risque d'une menace. Il y a de la non-assurance. Vous dites à Elisabeth Rodinesco, vous dites c'est ce qui arrive ou qui fond sur moi. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, comme je suggérais tout à l'heure, ce qui me surprend, ce qui arrive d'en haut ou de derrière ou de dessous que je ne vois pas venir, qui peut être aussi donc ma mort ou l'inconscient. Ce dont je n'ai pas la maîtrise, ce qui n'est pas au pouvoir ce qui n'est pas, comment dire, ce dont aucun je peux n'est capable. D'où la faiblesse, on parlait de faiblesse tout à l'heure, devant un événement digne de ce nom, je dois être désarmé. Je dois être désarmé et sans assurance. Alors, la référence à l'avenir, c'est la référence à l'histoire,
ce qu'on appelle le futur, à l'hospitalité inconditionnelle, c'est-à-dire l'exposition à qui vient, que je n'ai pas invité, qui me visite sans que je l'invite. C'est le don au-delà de l'échange, au-delà de la circulation économique de l'échange. Donc c'est l'exposition vulnérable à la venue de l'autre. C'est un peu l'improbable. C'est l'improbable. C'est l'improbable au sens de ce qui ne peut pas être prouvé. Alors il y a également dans ce livre, De quoi demain, et également dans Papier Machine, des développements sur la figure de l'intellectuel, parce que c'est vrai que les journalistes s'interrogent beaucoup sur cette question. En 1983, Jean-François Lyotard publiait dans Le Monde un texte intitulé « Tombeau de l'intellectuel », où il affirmait que l'intellectuel était mort, et ça vous le rappelez dans De quoi demain, mais on peut penser aussi que avec ce livre, vous faites voler cette idée en éclats. On trouve par exemple la réponse que vous avez faite à l'enquête lancée par la revue Ligne de Michel Surya en 1997, intitulée justement Les intellectuels, tentative de définition par eux-mêmes, où vous, Jacques Derrida, pris de court un peu dans un espace comme dans une émission de radio un peu trop court, vous répondiez en 5 fois 5 points. On ne va pas tous les citer, mais on peut citer le troisième, où vous disiez « Jamais la tâche d'une définition rigoureuse de l'intellectuel ne m'a en fait paru aussi impossible qu'aujourd'hui. » Et oui, mais alors aujourd'hui encore, qu'est-ce que je peux dire? Tout ce qui avait dessiné la figure de l'intellectuel dans l'histoire, et notamment dans l'histoire de France, à savoir l'écrivain au service d'une cause juste, de Voltaire à Zola, à Sartre, Victor Hugo. Donc, littérature au service d'une cause juste dans l'espace public. Tout cela, évidemment, n'est pas simplement périmé, mais doit se soumettre à une transformation profonde du dit espace public. Entre autres choses parce que ce qui définissait le travail intellectuel, évidemment l'intellectuel n'est pas seulement défini par le travail intellectuel, néanmoins il est en partie défini par le travail intellectuel que Marx encore opposait au travail manuel. Aujourd'hui, cette distinction entre l'intellectuel et le non-intellectuel n'a plus du tout la même chance, et l'usage de n'importe quelle technique dans une usine ou dans l'armée ou dans le commerce implique le maniement intellectuel d'instruments assez compliqués. Donc la distinction entre travail manuel et travail intellectuel est déjà à remettre largement en question. Et puis, justement, les nouvelles formes de médias, la nouvelle répartition des figures qui enracinent le politique dans le territoire, les nouvelles formes d'internationalité, les nouvelles formes de prise de parole et de transmission de la parole dans les médias. Tout cela a fait que la figure classique du grand intellectuel, sans être périmée, n'a plus du tout la même place. Et je crois que si on ne veut pas abdiquer les responsabilités dont nous sommes chargés en tant qu'intellectuels, c'est-à-dire en tant que personnes qui prenons la parole publiquement, qui publions, qui sortons de l'espace privé, qui témoignons dans l'espace public, il faut reprendre en considération toutes ces nouvelles données. J'essaie de le faire, je suis incapable de reconstituer ce que je disais dans ce long entretien, cette longue réponse, mais la tension qui se trouvait au centre de cette réponse, c'est qu'à la fois, on ne peut plus mimer la rhétorique ou les gestes ou la pratique de ce qu'on appelait les intellectuels
au 19e, au début du 20e siècle, on ne peut pas mimer cela, ça devient ridicule, et on pourra en donner beaucoup d'exemples, mais on ne peut pas non plus abdiquer ses responsabilités. Donc il faut inventer de nouvelles pratiques. Il n'y a pas de... je serai le dernier à proposer des normes, ou encore moins des leçons pour cette nouvelle pratique. Je crois que chacun a à inventer ses propres façons de faire, travailler avec ses propres limites, et signer là où il peut signer. Et je ne crois pas qu'il y ait simplement, il n'y a pas de modèle. Voilà, il n'y a pas de modèle. En tout cas, moi, je ne crois à aucun modèle pour un intellectuel d'aujourd'hui. Tout au long de cet entretien, Jacques Derrida, nous avons tiré quelques fils dans le désordre, extraits de 3 livres que vous venez de publier, L'Université sans condition, Papier machine, De quoi demain. Il se trouve qu'il y en a un 4e que nous avons passé sous silence, qui est un livre sur un peintre, ou avec un peintre, Atlan. Ça vous arrive souvent d'ailleurs d'écrire sur l'art et sur la peinture. Je vais rappeler La vérité en peinture, par exemple, c'est un livre déjà ancien qui date de 1978, publié chez Flammarion. Vous avez préfacé souvent des expositions d'artistes. Là, vous avez donné un texte, un très beau livre de très grand format. Le livre s'intitule Atlan grand format, de la couleur à la lettre, et votre texte est précisément celui qui s'intitule De la couleur à la lettre, mais dans le livre on peut trouver aussi des textes d'Atlan, les Dides du peintre, de Jean-Michel Atlan lui-même. Et à propos de cette peinture, qui, je le remarque, intéresse les philosophes, parce que je me souviens qu'il y a eu un texte d'Emmanuel Lévinas aussi sur Atlan. Atlan était philosophe aussi de profession, il était professeur de philosophie au moment où il a commencé à peindre. Oui. Donc vous dites que cette peinture est aussi une peinture de la voix. Oui, j'ai cru, ça ne serait pas le seul exemple de peinture sonore ou musicale, mais j'ai cru en effet y entendre quelque chose retentir à partir d'autres langues. C'est une peinture qui travaille au corps ou se laisse travailler au corps de mythologie à la fois grecque, océanique, par la Bible aussi. Hein. Et il y a beaucoup de textes, d'un texte prophétique qui résonne dans une peinture qui reste une peinture, enfin, qui n'est pas du tout discursive. Hein. Je crois que quand je parle ici de voix ou de musique ou de sonorité et de rythme, surtout c'est une peinture où la place du mouvement dansant est très évidente. Donc quand je parle de voix, il ne s'agit pas de discours, c'est une peinture muette de ce point de vue-là. En quoi c'est une vraie peinture. Et qui laisse muet aussi, parce que, comme vous le dites, vous êtes incapable de nommer une couleur de l'Atlan. Oui. Là, il y a des... nommer les couleurs, je ne sais pas si c'est seulement dans le cas d'Atlan, mais en effet, la question des noms donnés à une couleur est une grande question dans laquelle je n'arrive pas à voir clair, justement. Et évidemment, un grand peintre, ou un peintre comme Atlan, c'est quelqu'un qui dénomme les couleurs, qui en tout cas vous rend sensible à l'urgence d'inventer de nouveaux noms pour les couleurs, ou de laisser les couleurs sans nom, ou en tout cas d'introduire une turbulence chromatique dans la paix des catégories de couleurs, des nominations du spectre des couleurs. Là. Les livres de Jacques Derrida dont il a été question dans cette émission, chez Galilée, Papier machine et L'Université sans condition, chez Fayard et Galilée, De quoi demain, dialogue avec Elisabeth Roudinesco,